Y a-t-il des opportunités dans le top 10 des market cap espagnols? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec cette analyse. Alors, je suis allé sur ce site qui me permet de récupérer les plus grosses capis par market cap. Dans le top 10 de l'IBEX 35, on a Inditex, Santander, Iberdrola, BBVA, CaixaBank, Aena, Ferrovial, Amadeus, Endesa et Telefonica. Je vous ai préparé une watchlist comme d'habitude. On passe en revue les colonnes. Ici, on a le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en milliards de dollars, en dollars, parce qu'on n'a pas en euros dans cet écran, la croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, la valorisation en multiples de flux, valeur entreprise EBITDA, ratio court-bénéfice, ratio court-free cash flow, les multiples de valorisation par rapport aux actifs tangibles, donc ça, on va le regarder plutôt pour les banques ici, le rendement des capitaux investis, le rendement des fonds propres, ici pareil, on regardera ça pour les banques plutôt, et le ROIC, on regardera pour les sociétés traditionnelles, l'endettement en termes de dette nette sur EBITDA, le rendement de l'actionnaire, le rendement du dividende, le rendement de l'actionnaire qui inclut rachat d'action ou dilution, free cash flow versus bénéfice net, et le payout ratio qui est la proportion de dividendes versés, la proportion de bénéfice net versé en dividendes. Il faut se rappeler que les dividendes sont versés via les free cash flow, donc il faut qu'il y ait une équivalence entre les deux pour que cette métrique ait un sens. On commence avec la première entreprise de la liste qui est Inditex, le spécialiste espagnol de la fast fashion, 169 milliards de dollars de market cap, 6,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, et ça c'est principalement de la croissance organique, donc c'est plutôt bien, plutôt pas mal, bonne croissance. En valorisation, on est un peu cher payé, hein. On a 15 en VE sur l'IDA. Pour moi, au-dessus de 12, on commence à être chèrement payé. En ratio court-bénéfice, on a 28. Là aussi, c'est un peu cher. Et en ratio cash flow, on a 23. C'est une société qui commence à dégager du flux, puisqu'elle commence à être mature quand même. Donc les free cash flow sont plus intéressants que les bénéfices nets pour l'analyse. On voit qu'ils sont plus élevés, donc c'est bien. Et donc le multiple de price to free cash flow est quand même un peu cher, hein, pour la croissance qui est en face. Maintenant, la qualité est là, hein. On est à 27,6 en rendement des capitaux investis. C'est quand même très très bon, hein. C'est vraiment excellent. On est cash net en plus sur l'entreprise. C'est normal vu que on est très rentable et ils ne font pas d'acquisition. Donc, du coup, on a beaucoup de cash qu'on doit rendre aux actionnaires. Et c'est le cas. On a 3,5 en rendement du dividende. Toutefois, on a un rendement de l'actionnaire qu'à 2%. Donc, il faut vérifier. Parce que ça veut dire qu'il y a des actions qui sont remises en circulation. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a de la dilution si ces actions, elles sont rachetées sur le marché et puis gardées en autocontrôle, puis remises sur le marché. Si ce sont de nouvelles actions qui sont créées, là, il y a la dilution. Donc, il faut aller vérifier comment ça se passe. Qu'est-ce qui se passe sur Inditex à ce niveau? Le payout ratio est soutenable à ce niveau, 55%, les free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, donc ça c'est bon. Inditex, c'est pas mal, hein, c'est un peu cher payé, mais moi je trouve que c'est de la bonne qualité. Santander, la première banque espagnole, 120 milliards de dollars de market cap. On est sur 4,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Alors je suis pas sûr de ce que cette métrique veut dire pour une banque, mais j'imagine que c'est la croissance du produit net bancaire à vérifier. On est en dessous de 10 en ratio co-bénéfice. Au-dessus de 10, pour moi, les banques, au-dessus de 10, c'est trop cher. Donc là, on est, on va dire, avec une légère marge de sécurité. On n'a pas de décote sur actifs tangibles. Et c'est ça qu'on veut pour une banque parce qu'on ne comprend pas les bilans. Enfin, moi, je ne comprends pas les bilans d'une banque. Donc, on prend ce que nous donne le management avec des P1,7 et on veut une décote sur actifs tangibles. Ce n'est pas le cas ici. Donc, pas de marge de sécurité. 13,3 en rendement des fonds propres, c'est correct, hein, pour une banque. Il faut minimum avoir 10% de rendement des fonds propres, hein, parce qu'une banque, elle n'a pas de coût de structure, elle fait de l'argent avec de l'argent. Donc, normalement, la rentabilité doit être très bonne. 13, c'est, on va dire, c'est correct, mais c'est pas incroyable non plus, hein. 3% de rendement du dividende, pour une banque, c'est pas très généreux. On a 6,2 en rendement d'actionnaire. Donc, apparemment, il y a des rachats d'actions. Est-ce que ces actions sont annulées? Il faut vérifier. Et on a un payout ratio à 23%, donc ce dividende n'est pas très généreux et en plus, ils ont des moyens d'augmenter quand même, hein. Donc, peut-être qu'ils gardent les bénéfices nets pour faire des rachats d'actions. Peut-être qu'ils préfèrent faire ça. Donc, Banco Santander, il n'y a pas de marge de sécurité. Pas suffisant en tout cas, donc plutôt à l'écart. Ensuite, on est sur Iberdrola. Donc là, on est sur le premier fournisseur d'énergie. Alors, ils sont intégrés, hein, producteurs, commercialisateurs et distributeurs d'énergie. Donc, 115 milliards de dollars de market cap. 4,2% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Je pense que là, il y a un effet prix qui est embarqué avec la forte hausse de l'électricité ces dernières années en Europe. On est sur 11,7 en VE sur EBITDA. C'est à un niveau où c'est pas encore trop cher. Au-delà de 12, ça commence à être cher. Normalement, ça doit être une société qui dégage du flux, mais c'est pas le cas. On voit que les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets, donc il doit y avoir une dépense en capital un peu plus élevée.
Il continue à mon avis à se développer surtout dans le renouvelable, Iberdrola. Donc bon, on a des multiples qui sont un peu chers quand même. 24 en ratio coût-bénéfice et 28,5 en ratio coût cash flow. C'est un peu cher pour moi vu la qualité du dossier, 7 de rendement des capitaux investis. Donc c'est une société qui est assez intensive en capital, mais c'est pas exceptionnel non plus comme rentabilité. 3,1 fois l'EBITDA en dette nette. Bon, les énergéticiens, ils ont de la visibilité sur les cash flows. On va dire que c'est un niveau qui est soutenable, mais c'est pas exceptionnel non plus. On est quand même assez lourdement endetté. 4% de rendement du dividende, ça c'est intéressant. On est à 2,7 en rendement d'actionnaire. Donc il y a des nouvelles actions qui sont mises en circulation. D'où elles viennent, autocontrôle, ou est-ce que ce sont des nouvelles actions qui sont créées, il faut vérifier. On a un payout ratio à 24%, un free cash flow plus bas que les bénéfices nets, mais bon, on reste largement en dessous de 50%. Donc on peut, à mon avis, ils peuvent quand même augmenter le dividende ou racheter plus d'actions, hein, mais là ils ont de la place. Donc Iberdrola, je trouve pas ça si qualitatif. Ensuite, on est sur BBVA qui fait l'actualité récente en Espagne, si je ne me trompe pas. C'est eux qui sont en train d'essayer de racheter Sabadell. Ils sont à 87 milliards de dollars de market cap, 11,5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Ça sent une acquisition sur les 5 dernières années, pour vérifier. On est à 7,9 en ratio coût-bénéfice. Donc là, vous avez une marge de sécurité assez intéressante, mais toujours pas de décote sur actifs tangibles. Dommage. Par contre, elle est bien rentable, celle-là. 14,4% de rendement des fonds propres, c'est bien. 5,3 en rendement du dividende, ça c'est un niveau qui est intéressant. Apparemment, pas trop de dilution, en tout cas pas de trop de nouvelles actions mises en circulation. Pas trop d'actions mises en circulation. Elles peuvent venir de l'autocontrôle aussi. Donc bon, on est sur un payout ratio de 37%. Je pense qu'ils peuvent encore monter ce dividende sans problème sur BBVA. Donc dommage qu'il n'y ait pas de décote sur actifs tangibles. Autrement, pour qui peut investir dans une banque, ça pourrait être intéressant. Ensuite, on est sur CaixaBank, 61 milliards de dollars de market cap, 13% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, moins de 10 en PE, on est à 9,5. Donc la décote n'est pas énorme non plus, pas de décote sur actifs tangibles, donc faible marge de sécurité sur le dossier, 17,3 en rendement des fonds propres, ce qui est pas mal, 7,6 en rendement du dividende. On n'a pas le payout ratio, donc il faudrait le calculer. Ça doit faire allez, 4 milliards versés, 4,5 versés en dividende. Bon, on est sur un payout ratio qui est quand même soutenable, mais je pense qu'il est au-delà de 50%. Donc ce dividende-là, il ne va pas augmenter beaucoup. Donc CaixaBank qui a pas assez de marge de sécurité, malheureusement. Ensuite, on est sur Aena, ça c'est le Vinci espagnol. Ils gèrent les infrastructures, les aéroports. Ils font aussi des routes, etc. 41 milliards de dollars de market cap, 5,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc il y a toujours un peu de croissance, ça c'est intéressant. 12,3 en VE sur EBITDA. Bon, ça commence, c'est un peu cher quand même. 19,2 en ratio coût-bénéfice, 17,5 en ratio coût-free cash flow. C'est une boîte qui est plutôt mature. Il faudra plutôt regarder du free cash flow. C'est bon, allez, c'est pas si cher payé que ça, on va dire. Ça reste raisonnable. 13,5 en rendement des capitaux investis, ça c'est quand même très bien. C'est une bonne rentabilité, c'est un business qui est intensif en capital et pourtant on est quand même assez rentable. Donc ça c'est bien. 2 fois l'EBITDA en dette nette, ça reste soutenable. C'est bien. 4% de rendement du dividende, intéressant à ce niveau. Il y a des actions qui sont dans la circulation. 3,12% de rendement actionnaire, donc il faut vérifier d'où ça vient ces actions. Un free cash flow légèrement plus élevé que les bénéfices nets, mais payout ratio, il va être quand même au-delà de 50%. Donc le dividende, il va pas forcément beaucoup monter à ce prix. Donc il va pas forcément beaucoup monter. Donc le rendement va rester à ce niveau-là. Voilà, c'est plutôt le genre de boîte qu'il faudrait avoir à 5% de dividende. Donc il faudrait que le prix baisse un petit peu. Bon, ça reste qualitatif, je pense, Aena. Voilà, bon petit dossier qualitatif, plutôt fonds de portefeuille dividende. Ensuite, on est sur Amadeus. Donc, Amadeus, c'est le spécialiste du logiciel de réservation aérienne, donc corrélé à l'activité touristique, hein, bien sûr. 37 milliards de dollars de market cap, 2% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc ça, c'est la croissance organique. Il n'y en a plus beaucoup. Hein. La boîte est quand même assez mature. Ils ont tout le marché, en Europe. Hein. C'est le leader européen à ce niveau. Donc, il n'y a plus beaucoup de croissance à avoir dans ce domaine. Alors, on est à 15,5 en VE sur EBITDA. C'est un peu cher. 27,2 en ratio coût-bénéfice. Il n'y a pas les free cash flow. Il faudrait voir séparément où ils en sont les free cash flow. Mais je m'attends à ce que les free cash flow soient plus élevés que les bénéfices nets parce que c'est une société qui a plus besoin de réinvestir massivement. Donc, un peu cher payé quand même à ce niveau. On est sur 16,5 en rendement des capitaux investis. Pour du logiciel, c'est bon. C'est plutôt correct, on va dire. 0,8 fois l'EBITDA en dette nette. Donc, il n'y a pas beaucoup de dettes. C'est bien. Le dividende n'est pas très généreux. On est à 1,9 en rendement de dividende. Ça fait pas beaucoup. Il faut alors calculer. Ouais, ça doit faire de tête 500 millions de dividendes contre 1,4 milliard. Bon, ils sont à un tiers de payout ratio. C'est pas. Voilà, ils pourraient facilement monter ce dividende quand même. Hein.
Ensuite, on est sur Ferrovial. Donc ça, c'était plutôt une boîte de construction et d'engineering. Maintenant, ils sont plutôt diversifiés. On va dire que c'est plutôt une compagnie, c'est une holding en fait. 37 milliards de dollars de market cap, 8,6 en croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc une bonne croissance. Les multiples qui sont chers en termes de VE sur EBITDA. Donc là, il y a un truc qu'il faudra réaliser. Mais en fait, c'est là qu'on voit que c'est une holding. Vous avez des EBITDA en fait qui est plus faible que le résultat net. Et ça veut dire qu'il y a du résultat financier. Et donc, disons du résultat financier, il y a des bénéfices de sociétés mises en équivalence. Ou alors non mises en équivalence, il faut regarder. Mais bon, donc ça veut dire du coup que c'est vraiment plus une holding de participation maintenant. Sur ce genre de dossier, du coup, il faut une décote sur actifs tangibles. Mais on n'a pas de décote sur capitaux propres déjà, donc encore moins sur capitaux propres tangibles. Il faut regarder plutôt le rendement des fonds propres sur ce dossier. 50%, c'est quand même très bien. Et je pense qu'ils rachètent massivement leurs actions. C'est pour ça aussi que le rendement des fonds propres est boosté. Mais il y a beaucoup de dettes aussi sur le dossier. Donc, ça doit, oui, ça booste le rendement des fonds propres, mais ça fragilise le dossier. Donc, bon, Ferrovial, je pense qu'il vaut mieux en être à l'écart. Ensuite, on est sur Endesa, distributeur d'électricité, 33 milliards de dollars de market cap, 1,7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est pas une forte croissance, plutôt très mature. 8,5 en VE sur EBITDA, donc ça commence à être raisonnable cette valorisation-là. 14 en ratio coût-bénéfice et 11 en ratio coût cash flow. Comme on l'a vu, il vaut mieux considérer les free cash flow. Et donc, c'est pas si cher, hein, c'est quand même c'est raisonnable Endesa. 12,5 en rendement des capitaux investis. Pourtant, c'est un business intensif en capital, donc je trouve que c'est une bonne rentabilité. 2 fois les EBITDA en dette nette. Bon, c'est raisonnable hein, pour des utilities qui peuvent s'endetter quand même plus que les sociétés traditionnelles. 4,8 en rendement du dividende, intéressant. 3,5 en rendement de l'actionnaire. Il faut voir, est-ce qu'il y a de la dilution? On est sur un payout ratio à 48,5 avec des free cash flow plus avec les bénéfices nets. On peut encore monter sur un rendement du dividende sans problème. Endesa, je pense que c'est un des meilleurs dossiers dividendes de la liste ici, hein, hors banque. Bon, les banques, il vaut mieux avoir une marge de sécurité. Ici, vous avez quand même une valorisation qui vous donne une marge de sécurité et un rendement du dividende qui est intéressant. Et on finit avec Telefónica, donc le leader des télécommunications en Espagne, 30 milliards de dollars de market cap, décroissance en rythme annualisé sur 5 ans. Ça, c'est moins bien. Il faudrait voir, est-ce que c'est un changement de périmètre ou est-ce qu'ils sont obligés de baisser leur prix, par exemple parce que c'est un marché mature. Normalement, je m'attends à ce qu'il y ait 0% de croissance, mais la décroissance, par contre, c'est pas incroyable. Bon, 6,2 en VE sur EBITDA, pas très cher. 5,9 en ratio free cash flow. Attention qu'on a fait une perte, mais à mon avis, c'est une perte comptable. Hein. On voit que les free cash flow sont très largement supérieurs aux bénéfices nets. Et en plus, sur ce business-là, il y a quand même des dépenses en capital, mais plutôt dans les dépenses en capital de maintien, de maintenance. Donc, normalement, les free cash flow doivent être plus élevés que les bénéfices nets. C'est le cas ici. 16,2 en rendement des capitaux investis, c'est pas incroyable. Hein. Maintenant, c'est un marché, c'est une industrie très intensive en capital, donc on ne peut pas s'attendre à des rentabilités exceptionnelles. 3,1 fois les EBITDA en dette nette. Attention que c'est un peu lourd. Maintenant, les télécoms, ils ont de la visibilité sur les cash flows, donc ils peuvent s'endetter à hauteur de 5 fois les EBITDA sans problème. Donc là, évidemment, ça génère des frais d'intérêt. Bon. 6,4 en rendement du dividende, intéressant à ce niveau. Il faut vérifier si le rendement de l'actionnaire est impacté par de dilution ou si c'est des actions d'autocontrôle qui sont remises, qui sont données gratuitement, par exemple, aux salariés. Donc ça, c'est à vérifier. Le payout ratio n'est pas calculable vu qu'on a une perte nette. On a un rendement du dividende qui est à 6,5 sur 30 milliards. Bon, ça doit faire 1 milliard qui est versé. Plus quand même, 1 milliard, 1,5 milliard, on va dire. Bon, par rapport au free cash flow, c'est soutenable. Hein. Donc, bon, je pense que c'est un dossier quand même qui est intéressant à regarder. Il faut juste vérifier l'origine de cette perte comptable et cette dilution là potentielle. Voilà, vous en avez un peu pour tous les goûts hein, sur le marché espagnol. Moi, ce que je prendrais dans la liste en tant que si j'étais investisseur de croissance, je prendrais quand même du Inditex. Meds, c'est cher, c'est quand même cher, mais bon, allez, pourquoi pas. C'est tout, hein, croissance. Après, si vous êtes plutôt investisseur dividende, je pense qu'on peut prendre du Endesa et du Telefónica. Ça peut être pas mal. Et ensuite, allez, ouais, Amadeus, on va dire, voilà, dividende, on peut prendre aussi Aena, pourquoi pas. Amadeus, c'est un peu décevant, je trouve quand même. J'espère que cette revue du top 10 espagnol vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.